Citoyennes et citoyens, la campagne de financement de Nexus 6 est toujours en cours, mais plus pour très longtemps. On est tout proche du prochain palier qui nous permettra d'ajouter un nouveau niveau, de nouveaux contenus, des cinématiques et d'autres surprises. N'hésitez pas à aller jeter un œil au projet, il y a forcément une contrepartie qui vous intéressera. On compte sur vous, merci à toutes et à tous. Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. C'est le retour des vidéos. Navré pour ce mois sans nouvelles, mais j'ai une bonne excuse, il se trouve que j'ai chopé la dingue. Une expérience qui m'a rendu dingue et que je ne vous souhaite pas, surtout quand elle est doublée d'une otite. Où est le fun sinon? J'en ai chié, ça a été compliqué, je vous le cache pas, mais je suis à peu près remis, je vous rassure. Et c'est tant mieux, puisque sinon cela m'aurait navré de ne pas aborder avec vous l'un des films de science-fiction les plus attendus de 2026, projet Dernière Chance, adaptation du roman du même nom d'Andy Weir. Et Andy Weir, vous avez certainement déjà entendu parler de lui, puisqu'une autre de ses œuvres a également été adaptée au cinéma par Ridley Scott, Seul sur Mars, dont nous avions déjà parlé il y a moult années sur la chaîne. Vous avez vu Seul sur Mars? Un film que j'avais plutôt apprécié, même si, comme toujours, j'avais des choses à redire. Andy Weir est un auteur de hard science, ce sous-genre de la science-fiction qui se veut réaliste scientifiquement. On est donc dans une démarche de rigueur scientifique qui est au cœur du récit. Après, il y a hard science et hard science, c'est-à-dire qu'il y en a une un peu plus vulgarisatrice et une autre plus péchue. Je prends toujours l'exemple de la fameuse trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson qui pouvait faire 2-3 pages sur la composition du régolithe martien. Alors moi, j'adore ça, mais ça peut des fois être un peu ardu ou rébarbatif pour nombre de lecteurs. Mais chez Weir, il y a une vraie volonté de vulgarisation et de clarté pédagogique en prenant soin à ce que tous les concepts scientifiques abordés dans le récit servent ce dernier et soient utilisés dans des idées plutôt cool, accessibles au grand public. Et ça se ressent dans son style. Souvent, ce sera une narration à la première personne, portée par des protagonistes ingénieux qui résolvent des problèmes complexes, étape par étape, avec une logique quasi expérimentale qui respecte la méthode scientifique. On prend un vrai plaisir à découvrir en même temps que les personnages. On a donc une écriture qui va mêler tension, humour et sens du détail technique. Le parfait équilibre entre divertissement et réalisme scientifique. Même s'il assume de faire quelques entorses de temps en temps, ceux qui se souviennent du début de Seul sur Mars savent de quoi je parle. Il se trouve que j'ai lu Projet Dernière Chance il y a quelques mois à peine. Un peu par hasard, et que j'ai adoré. C'est vraiment ce qu'on appelle un page-turner, vous savez, ces livres hyper accessibles qui se lisent d'une traite. Quand on arrête, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Non, vraiment, j'ai passé un excellent moment avec ce bouquin. J'étais donc très impatient de voir cette adaptation par Phil Lord et Chris Miller avec Ryan Gosling. On va voir tout ça ensemble, mais avant. Cette émission est en partenariat avec NordVPN. NordVPN, c'est un outil indispensable pour votre vie en ligne, car il vous permet de surfer sur le net en toute sécurité. Grâce au chiffrement de données, votre position sera masquée en modifiant votre adresse IP et vos données de navigation seront chiffrées pour renforcer votre confidentialité. Autre avantage, NordVPN vous permettra aussi de vous connecter comme si vous étiez dans un autre pays et à accéder à des sites qui sont bloqués là où vous êtes. Quand vous êtes à l'étranger, France TV, MyTF1 ou MyCanal, c'est bloqué. Et pareil pour nos amis belges, la RTBF et RTL Play, ils n'aiment pas que vous voyagiez. Donc localisez-vous en France ou en Belgique, détendez-vous et regardez vos programmes préférés. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Vous vous identifiez aux États-Unis, à Taïwan ou au Mexique et vous pouvez profiter de contenus exclusifs sur vos plateformes favorites. Tenez, si vous avez aimé Projet Dernière Chance, il y a un grand classique de la science-fiction que je vous conseille, Enemy Mine, dont je parlerai peut-être un jour. Mais ça tombe mal, il est accessible sur aucune plateforme en France. Hop, vous connectez au Brésil ou au Mexique, vous allez sur Disney+, et c'est réglé. Ou bien il y a Sunshine aussi, super film de Danny Boyle. Vous vous connectez au Royaume-Uni et c'est dispo sur Prime Video. Il y a moyen que j'en parle aussi bientôt. Il y a aussi la fonctionnalité de protection anti-menace, qui vous protège des trackers, des sites malveillants ou des publicités invasives, même si le VPN n'est pas actif. Ça limitera la collecte de vos données à des fins commerciales. Vous pouvez l'installer jusqu'à 10 appareils en simultané, téléphone, ordinateur, tablette, même les Apple TV et Android TV. Comme ça, toute la famille en profite. Et vous pouvez vous mettre d'accord avec des amis aussi, si vous en avez. En cliquant sur le lien dans la description, nordvpn.com/nexus6, vous pourrez bénéficier d'une offre exclusive. 4 mois offerts sur tous les abonnements de NordVPN de 2 ans. Vous payez l'année en une seule fois, mais ça revient à environ 3 € par mois. Et comme d'habitude, NordVPN a une politique de test sur 30 jours, donc si vous n'êtes pas satisfait lors du premier mois, vous serez totalement remboursé. Et maintenant, on retourne à votre émission. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, de quoi ça parle, Projet Dernière Chance? Nous suivrons le périple de Ryland Grace, qui se réveille seul dans un vaisseau spatial. Problème, il n'a aucune idée de ce qu'il fait là, ni qui il est. Une bonne situation de merde, on peut le dire. Fort heureusement, peu à peu, sa mémoire lui revient. La Terre est menacée par un mystérieux micro-organisme extraterrestre, l'astrophage, qui absorbe l'énergie du Soleil et condamne l'humanité à l'extinction. Scientifique méprisé par ses pairs du fait de cette théorie avant-gardiste, devenu professeur dans un collège, on apprend que Grace a été sélectionné en urgence pour une mission désespérée vers l'étoile Tau Ceti, elle aussi contaminée par les astrophages, mais qui ne perd pas sa luminosité.
La mission est simple, comprendre ce phénomène et trouver un moyen de sauver la Terre dans une mission suicide qui ne permet pas à notre héros de rentrer. Seul à 12 années-lumière de chez lui, désespéré, il découvrira qu'il n'est pas seul. En effet, un autre vaisseau est présent dans le système. Un vaisseau qui n'a rien d'humain. Premier contact. Ami, ennemi, Rocky, un extraterrestre venant, lui, du système 40 Eridani, également menacé par les bouffeurs de soleil. Ensemble, et malgré leurs différences radicales, ils s'allieront pour sauver leurs 2 planètes. À l'instar du livre, j'ai beaucoup aimé Projet Dernière Chance, le film. Déjà, de par son ambition, permis par ses 200 millions de dollars de budget estimé. C'est beau, y a pas à dire. Les effets spéciaux sont soignés, le design des vaisseaux est top, celui de Rocky évoque une réelle altérité, et celui de Grace semble tout à fait plausible. Les décors de ce dernier sont vraiment superbes. Mention spéciale au cockpit, qui me fait de l'œil. Ça donne envie de faire des travaux dans le Nexus 6, tout ça, hein. Mais même dans les autres modules du vaisseau, il y a plein de trouvailles visuelles, de détails qui appuient la véracité du lieu. On sent l'attention qui a été apportée à la direction artistique. Alors je vous avoue que je connais peu le travail des 2 réalisateurs, j'ai vu les Jump Street et le premier film Lego, mais c'est tout. Des films que j'apprécie, mais qui ne m'avaient pas forcément marqué par leur mise en scène. Du coup, en termes de réalisation, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et là aussi, belle surprise. Le film propose à certains moments des parties pris visuelles qui sortent du cadre classique du film. Des moments de contemplation face aux beautés de l'univers, de calme, dans un film qui, mine de rien, a un rythme plutôt soutenu. Des séquences qui permettent donc de souffler tout en étant visuellement très belles. Par exemple, quand Grace se retrouve dans la ligne Petrova et que d'un coup la planète face à lui laisse place au miroitement coloré des millions d'astrophages qui l'entourent. Ici, on est dans l'allégorie. Le personnage y voit pas vraiment ce miroitement. C'est présenté uniquement au spectateur. Mais ça n'est pas gratuit, puisqu'à ce moment-là, le fait de récupérer des astrophages représente un espoir. La beauté visuelle du moment est donc là pour appuyer le bonheur de Grace et de Rocky dans leur découverte. La forme appuie le fond. C'est simple, mais c'est efficace. Le cinéma, c'est juste ça. Des fois, on n'est plus vraiment dans le film live, et on sent que les 2 réalisateurs ont davantage travaillé sur des films d'animation. On le voit notamment sur certaines scènes de sortie spatiale en combinaison, où le personnage, en CGI de Grace, il va avoir des mouvements très cartoon. Et là encore, c'est pour appuyer un aspect central du film, l'humour. Le livre ne manquait pas d'humour, mais le film va franchement plus loin, avec en tête d'affiche la performance de Ryan Gosling. Alors perso, c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais surtout, je trouve que c'est quelqu'un qui a un potentiel comique hyper fort. Crazy Stupid Love, The Nice Guys ou encore The Fall Guy, autant de films où je trouve ce mec hilarant. Il y a un truc dans l'alternance entre son flegme naturel et des moments de crise qui me font mourir de rire. Je trouve que c'était le choix parfait pour ce rôle. Mais tout ne repose pas sur lui. C'est évidemment la relation qu'il va créer avec ce bon Rocky qui sera vecteur des moments les plus drôlatiques en mettant en avant le choc culturel entre humains et Eridien. Eridanien? Eridien? Je ne sais plus. Bref, le film est drôle. Mais la cerise sur le gâteau, c'est cette impression de cohérence qui émane du film. Oui, il y a de l'humour, mais il est là parce que le rire, la joie, sont des vecteurs de lien social entre les êtres. Ce sont les aspects les plus positifs de notre espèce, et le film met l'accent sur cette humanité. Il est presque utopique, en un sens. Tous les personnages sont unis dans un but commun, et ce, perpétuellement. Que ça soit les humains entre eux, les humains et les Éridiens, tout le monde trouve la force de dépasser ses différences pour survivre. Une ode à l'intelligence collective qui est plutôt rare en fiction. Il n'y a pas un seul moment où les gens s'engueulent ou ne sont pas vraiment d'accord. Tout le monde travaille de concert. D'habitude, dans un scénario classique, on va avoir cet élément perturbateur qui va faire que ça va dérailler pour ensuite se rétablir. Mais dans Projet Dernière Chance, pas du tout. On se concentre sur la science, l'expérience, l'échange, le plaisir de découvrir même, et les péripéties ne sont que des problèmes d'ordre organisationnel et scientifique qu'il s'agit de résoudre. Et franchement, ça fait du bien. Vous le savez, je suis plutôt d'un naturel misanthrope. Mais je ne le suis pas par haine de l'humanité. Pas du tout. Je le suis parce que, au contraire, j'aime beaucoup trop mes semblables. Et toutes les formes de vie de la galaxie, soit dit en passant. J'ai donc des expectatives très hautes concernant notre espèce, parce que je considère qu'on a tout le potentiel pour être bien meilleur que ce que nous sommes. Mais du coup, l'humanité me déçoit tous les jours, et c'est compliqué. Et je me rends compte que les fois on peut avoir tendance à se complaire dans cette position négative. Ça me rappelle l'échange que j'avais eu avec Michael Rock lorsque je l'avais reçu pour la sortie de son livre Tamaron. D'ailleurs, Comaron, la suite, vient de débarquer, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. On avait posé un constat simple. La SF, en présentant souvent des dystopies ou des récits qui mettent en scène des situations terribles, a tendance à rendre tout cela sexy, dans le sens où on apprécie de voir ces situations dramatiques dans des fictions. Et ça conditionne peut-être un peu notre vision du monde. Nos imaginaires s'habituent à la probabilité de notre disparition future ou d'un monde qui plonge dans une forme de malheur généralisé. Une prophétie autoréalisatrice qui encourage certainement cynisme et morosité. Il faut donc réenchanter nos imaginaires avec des œuvres plus positives, et voir un film qui ne tombe pas là-dedans, ça me fait un bien fou.
Cette positivité, elle était déjà présente dans le livre, mais c'est vrai qu'elle est plus prégnante dans le film, parce qu'elle va être accompagnée par l'interprétation des comédiens, ou par la musique qui est plutôt entraînante, et qui pourra en déstabiliser certains. Il y a un moment très court, presque un détail, qui pour moi résume parfaitement tout ça. C'est lorsque Grace est amené sur le porte-avions avec tous les scientifiques du monde et qu'il doit leur présenter la découverte majeure qu'il vient de faire. Et là, Grace y dit un truc du genre « Alors, avec Carl, on a fait telle expérience et ça nous a permis de ci et de ça, etc. etc. » Et le fait qu'il précise qu'il a fait ça avec Carl, ça montre toute l'humanité du personnage, malgré ses quelques défauts. Parce que Carl, c'est le mec des services secrets garde du corps qui le surveillait pendant ses expériences. C'est pas un scientifique du tout, mais ils se sont liés d'amitié, et il a fini par aider Grace dans ses tâches, il a donc participé à la découverte. Personne dans la pièce ne sait qui est Carl, mais il le met quand même en avant, alors que rien ne l'y oblige. Si ce n'est sa conscience, son honnêteté intellectuelle. Ce genre de petits détails, c'est du poulet. En plus, après qu'il ait parlé, il y a tout le monde qui explose et qui gueule dans tous les sens en lui posant 10 000 questions au niveau scientifique. Et au milieu de ça, il y en a un qu'on entend au fond et qui fait « Mais c'est qui Carl ?» J'étais mort de rire. Ça, c'est super fort. Grace et Carl, Grace et Rocky, même Grace est la responsable de tout le projet, l'inaccessible Eva Stratt. Projet Dernière Chance fait la part belle à l'amitié. L'amitié, à mon sens, c'est peut-être le type de relation humaine que je trouve le plus beau. Bah oui, c'est la seule connexion avec un autre être, qu'on se choisit, déjà, et sans qu'il y ait vraiment de contrepartie. Les collègues, c'est imposé et on est obligé de travailler avec eux. La famille, c'est imposé aussi. Et les relations amoureuses, même si elles sont choisies, bah si on finit par vivre ensemble, il y a un partage des biens, des charges, on finit peut-être par avoir des gosses. Il y a énormément de structures qui soutiennent la relation. Et puis si tout se passe bien, en général, il y a du cul, on baise. Bon, on peut coucher avec ses amis, ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais disons que de manière classique, on évite. Alors qu'en amitié, on partage du temps avec d'autres personnes juste parce qu'on les apprécie, sans rien attendre en retour qu'une appréciation et un respect mutuel. Bon, c'est la base. Il y a aucune autre raison. Je trouve ça hyper fort, et malheureusement, l'attachement amical, je trouve qu'il est trop peu exploré en fiction. Et dans Projet Dernière Chance, j'ai adoré voir ce lien grandir entre Rocky et Grace. Notre caillou vivant est hyper attachant. L'effet est réussi, même si c'est pas parfait, notamment parce que notre ami Héridien est au final très humain, quoi. L'altérité, si elle est là au niveau physique, n'est pas très présente par ailleurs. Une fois la barrière de la langue levée, on se comprend bien et on échange facilement. Les modes de pensée sont similaires, les émotions aussi. Il n'y a pas de grandes difficultés, quoi. Mais bon, on peut le comprendre pour un film grand public, et même si dans le livre c'était un poil plus complexe et que ça prenait un peu plus de temps, c'était grosso modo la même chose. On en arrive inévitablement à la question de l'adaptation par rapport au livre. Un exercice toujours compliqué, surtout lorsqu'on touche à la hard science. Eh bien, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Bon, il n'y a pas eu le choix, il a fallu résumer certaines choses et gagner du temps pour pas faire un film de 5 heures. Par exemple, la découverte des astrophages et du danger qu'ils représentent prend plus de temps dans le livre. Ici, on explique tout ça dans la scène de l'école. Un cadre idéal symboliquement pour expliquer au public tout ce qu'il a besoin de savoir. D'une manière générale, je trouve que tout ce qui a été enlevé du bouquin était plutôt pertinent pour faire un récit clair pour tout le monde. Disons que l'efficacité a primé, notamment vis-à-vis d'un des aspects centraux du récit, les flashbacks. Dans le livre, chaque réminiscence de Grace lui permet d'avancer dans le récit. Souvenir, compréhension, solution dans le présent. Dans le film, j'ai trouvé que cette relation de cause à effet, elle était moins claire. Donc son amnésie était plus un gimmick qu'autre chose. Mais c'est pas vraiment une critique, l'exercice était périlleux et je pense que quelqu'un qui ne connaît rien de l'œuvre ne s'en rendra pas compte. Cette recherche d'efficacité, elle est générale, et elle a quand même eu, je pense, quelques conséquences négatives sur ce que le récit originel proposait. Et oui, vous vous en doutiez, j'ai quand même quelque chose à redire. J'ai vu le film avec Nicolas, que vous connaissez peut-être via la chaîne Le Mock ou Dimanche à 10h. Et c'est lui qui m'a fait remarquer ça. Non mais tout ça c'est très bien, mais il n'y a aucune conséquence dans l'histoire. Imitation non contractuelle. Au début, je suis pas vraiment d'accord. Et finalement, il a plutôt raison, ce con. À un moment, Rocky est obligé de sortir de sa boule de protection pour sauver Grace, et ce faisant, brûle littéralement. Hop, après un petit somme, il est comme neuf. Même pas une petite infirmité, un coup sur le moral, rien. Et cette édulcoration, on la retrouve dans pas mal d'aspects. Le livre, des fois, il présente des dilemmes moraux assez forts. Quand Grace est encore sur Terre, là, avec Eva, ils vont demander à un météorologue français de mettre en place un plan pour faire exploser une partie de l'Antarctique pour rejeter assez de poussière dans l'atmosphère afin de gagner du temps en réchauffant notre planète artificiellement par effet de serre. En gros, on lui demande littéralement de faire ce contre quoi il s'est battu toute sa vie. C'est un moment assez lourd dans le livre, et il y en a d'autres. Le personnage d'Eva aussi est un peu plus accessible et humaine. Bon, elle est pas hyper engageante, mais il va y avoir pas mal de scènes qui vont l'humaniser. Bien plus que dans le livre, où elle est prête à tout pour sauver l'humanité. Elle est surtout bien plus dure vis-à-vis de la lâcheté de Grace. Attention, j'ai bien aimé cette réinterprétation d'Eva. La scène où elle chante sur le bateau, elle est très belle, par exemple. Mais ça participe à ce côté un peu plus lisse qu'a le film, et qui malheureusement
atténue un peu ses enjeux. Notamment sur un aspect très important, le sacrifice final de Grace. Grand moment du récit, Rocky et lui ont trouvé la solution pour sauver leur planète. Mieux encore, tête de brique, il avait tellement d'astrophages qu'il peut en donner à Grace pour qu'il puisse finalement rentrer sur Terre. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais les astrophages, ils servent aussi de carburant à leur vaisseau. Bref. Moment d'émotion, ils se quittent pour ne plus jamais se revoir, et chacun part de son côté. Mais en cours de route, catastrophe, Grace se rend compte que son carburant alien se fait bouffer par la solution qui va sauver tout le monde. Je passe les détails, il règle la situation de son côté, mais il sait que Rocky, lui, est condamné. Et là, il a plus que deux choix. Rentrer chez lui, ou repartir le sauver, en envoyant des sondes avec la solution vers la Terre. Évidemment, il choisit la deuxième solution, et tout est bien qui finit bien, il part sur Eridani où il sera accueilli chaleureusement, et la Terre est sauvée. Grosso modo, c'est pareil dans le livre, mais certains détails font que ça a moins de poids dans la version ciné. Dans le film, non seulement on nous montre, via une scène avec Eva, que la Terre a bien reçu la solution au problème, mais en plus, sur Eridani, Rocky dit à Grace qu'il peut repartir s'il le souhaite. Tout est parfait, la Terre est sauvée, et en plus, notre héros, il s'est pas vraiment sacrifié au final. Dans le livre, la situation finale est la même, mais des détails changent tout. Déjà, pas de scène sur Terre, et c'est un Grace vieillissant qui a vécu de nombreuses années sur Eridani qui nous est présenté. Il apprend que la Terre est sauvée que parce que les astronomes extraterrestres l'informent que la luminosité du Soleil s'est améliorée. Mais on laisse la porte ouverte au fait que pendant toutes ces années, il y a sûrement eu des millions de morts et des conflits. C'est pas aussi positif, quoi. Mais surtout, à cause de la relativité du temps, une problématique complètement éliminée du film, on apprend qu'à une vitesse proche de la lumière à laquelle ira Grace, si le temps de voyage ressenti sera d'environ 4-8 ans pour lui, j'ai plus le chiffre exact mais c'est à peu près ça, le temps sur Terre, lui, s'écoulera beaucoup plus vite. Plusieurs dizaines d'années. S'il repartait, il retrouverait un monde qu'il ne connaît pas, peuplé d'inconnus. Le poids de son choix de sauver Rocky est donc beaucoup plus fort. Il a réellement fait le sacrifice de retrouver un jour le monde qu'il a connu. Conséquence. C'est pas le cas dans le film, parce que vu que la question de la relativité du temps n'est pas présente, on comprend que s'il rentre, il pourra retrouver les gens qu'il connaît, et notamment Eva, avec qui une certaine relation est suggérée, ou tout du moins un certain attachement. Y a rien de tout ça dans la version littéraire. Bref, projet Dernière Chance, le film n'évite pas tous les écueils d'une adaptation, notamment grand public, et c'était inévitable. On est quand même face à un film qui, s'il adapte un livre existant, n'est pas tiré d'une grande saga connue de tout le monde. Il y a une certaine prise de risque à foutre un tel budget dans ce type de projet. Chose que je respecte, en ajoutant à cela le fait que j'apprécie le parti pris feel good et utopiste du film. Disons que ce petit côté « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » ne m'a pas dérangé plus que ça. En définitive, Projet Dernière Chance est un très bon film de SF. Ce genre d'œuvre que j'apprécie parce qu'elle peut s'adresser à toute la famille, faire découvrir des concepts scientifiques aux profanes, tout en plaisant aux aficionados grâce à sa direction artistique, réunissant tout le monde devant un récit positif qui fait du bien dans la morosité ambiante. Surtout à votre époque. Et si je regrette certains aspects, notamment sur l'évolution de Grace, qui pour moi était bien plus profonde dans le livre, cela reste un film, un livre, bref, un récit qui m'a bien plus enthousiasmé que beaucoup de choses que j'ai vues et lues depuis quelques années. Foncez le voir, vous passerez un excellent moment, et n'hésitez pas à lire le livre également pour avoir une version plus complète de cette histoire. Vous ne le regretterez pas. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. N'oubliez pas que la campagne de notre jeu vidéo, Nexus 6 Get Funky Deliver Die, est toujours en cours. On s'approche du prochain palier de 750 000 € qui permettra d'avoir un niveau supplémentaire, mais aussi plus de cinématiques, un thème composé par PV Nova, bref, rendre le jeu encore plus cool. Si vous l'avez manqué, foncez voir la dernière vidéo de la chaîne sur l'excellente série d'animation Scavenger's Reign, et je pèse mes mots. D'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreux à vous plaindre que la série n'était pas dispo en France. Et ben avec NordVPN, hop, vous vous connectez aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Irlande, et vous l'avez sur Netflix. Faites-vous plaisir. Enfin, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toute votre famille et à vos amis, et n'hésitez pas à la booster également. Et pour vous qui n'êtes pas abonnés, n'attendez plus, et bienvenue dans l'équipage. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.